Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, on est très honorés par votre présence. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici, d'être là. Donc on a passé une semaine merveilleuse, nous, dans ce cadre, alors, un paradis, avec des anges qui veillent sur ce paradis. Et vraiment, on est enchantés. On a eu donc une semaine pleine de cours, de discussions autour de posters, des ateliers, des soirées, des restaurants, une balade où on est allé visiter la calanque de Piana. Et puis surtout, on est une grande communauté où on a des jeunes, et du très jeune et des moins jeunes. Et cette semaine, tous ensemble, ça nous a permis de enlever les barrières, de discuter simplement autour de la science. Et aussi, c'est une expérience humaine qu'on vit ici. Donc une semaine avec des ateliers, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, parce qu'on s'intéresse à un matériau qui est unique. Olivier va vous le présenter. Voilà. Et Olivier est professeur de physique à Sorbonne Université, donc qui va vous parler de ce matériau qui nous émerveille. Merci. Merci. Merci Hazard pour cette présentation, et c'est vrai que moi je suis vraiment très heureux, c'est la première fois que je viens en Corse et j'ai vraiment savouré toutes les minutes là, que j'ai passées ici et toutes les interactions avec les collègues là, pendant cette semaine d'école qui a été quand même assez intense et dans laquelle on s'est vraiment intéressé à l'or sous plein de formes différentes et plein de propriétés différentes. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de parler des nanoparticules d'or, de leur structure, leur chimie, couleur. Et c'est vrai que je dis on croyait tout connaître, c'est que dit autrement, même nous scientifiques, on n'arrête pas d'en découvrir de nouveaux aspects de l'or. Moi je suis tombé dedans, alors pas quand j'étais tout petit, mais tout petit scientifiquement peut-être, au moment de ma thèse. Donc bon, ça remonte à quand j'avais entre 27 et 30 ans. Et alors j'ai travaillé sur l'or, mais surtout mon directeur de thèse m'a parlé d'un mot un peu barbare, la plasmonique, avec presque des larmes aux yeux. Donc j'ai rien compris. Et quelques années plus tard, je suis revenu dedans et je suis vraiment dans la plasmonique, comme on va l'évoquer plus tard. Si vous ne connaissez pas le mot, c'est normal. En même temps, avec quelques-uns des collègues ici présents, je suis animateur d'un réseau qui s'appelle Or Nano, qui s'intéresse donc aux nanoparticules d'or et à leur application scientifique. C'est un réseau qui existe depuis 20 ans maintenant. On est aussi en réflexion sur ce qu'on va faire après. Et ce réseau travaille beaucoup sur les nanoparticules d'or et leur utilisation en biologie, en thérapie, en physique, pour des chimistes, et c'est ça qu'on va un peu balayer. Et vous allez voir en fait ce soir là pour alors le menu ou pour l'apéro, en fait ce sera un apéro assez copieux puisque vous avez 7 plats où je vais vous parler non pourquoi est-ce que l'or est tellement spécial, c'est vraiment un métal unique, et puis comment est-ce que même Platon a parlé de choses autour des nanoparticules d'or, les solides de Platon. On va parler même de Harry Potter. Et ça, c'est en fait Harry Potter est un précurseur de la plasmonique, cette fameuse plasmonique. J'exagère un petit peu, mais en fait c'est parce que le mot n'y est pas. Et puis voir comment est-ce qu'on peut détecter une nanoparticule unique alors qu'elle est tellement beaucoup plus petite que ce que l'œil peut voir. Et des rêves qui nous animent, dont on a beaucoup parlé là ces jours-ci, vers des thérapies innovantes et puis même des photosynthèses artificielles. Pourquoi est-ce que l'or est si spécial ? Donc là, vous avez une pépite d'or
qui a été trouvé en Alaska et qui est exposé dans le musée de mon université, donc à la collection des minéraux de Sorbonne Université. Alors, moi, j'ai jamais eu de pépites d'or dans les mains, mais c'est bien connu. Mais c'est le premier métal que l'homme a collecté, parce que en fait, c'est quasiment le seul métal qui ne s'oxyde pas, donc qui reste à l'état métallique naturel, même au bout de millions d'années dans la Terre, avec de l'eau autour. Et il n'y a que l'or qui est inoxydable comme ça. C'est une propriété tellement particulière. On va expliquer pourquoi. L'or, donc là vous avez une photo du Dôme des Invalides à Paris, qui a été redoré en 1989 avec 13 kg d'or. Donc 13 kg d'or, en plus l'or est très lourd, donc c'est tout petit, c'est très peu de quantité en fait. Et là on utilise une autre propriété de l'or que vous connaissez peut-être, on dit que l'or est ductile, c'est-à-dire très malléable. Donc c'est des couches qui font quelque chose comme 200 nanomètres d'épaisseur. Et l'or, on peut le marteler, on peut l'écraser et il ne se fondit pas. Si vous avez fait de la dorure à la feuille d'or, ce sont des feuilles qui sont très très fines et elles ne craquellent pas. Et il n'y a que l'or en fait qui a cette propriété-là. On va voir pourquoi aussi rapidement. Et puis l'autre propriété, c'est que l'or est jaune, c'est celle qu'on connaît le plus, et alors que tous les métaux sont gris, sauf le cuivre. Mais alors, les métaux oxydés, l'oxyde de certains métaux n'est pas grise, mais les métaux métalliques, en fait à l'état métallique, sont gris et l'or est jaune. Pourquoi ça? Alors, là, il va falloir aller vraiment dans la structure atomique des matériaux. Et concrètement, l'or est fait d'un noyau atomique et de 79 électrons qui gravitent autour. Et ces électrons ont des propriétés bien particulières qui vont leur expliquer ces trois propriétés. Donc le fait qu'il est inaltérable, la ductilité et puis la couleur jaune. Et pour arriver à comprendre ça, il faut aller vraiment très loin en physique-chimie, il faut faire de la physique quantique relativiste. Alors, quantique, parce qu'en fait, les électrons, plutôt que de les voir comme des petites billes qui circulent autour du noyau, les chimistes quantiques, les physiciens quantiques, ont compris qu'il fallait les voir plutôt comme un nuage d'électrons qui va se positionner autour du noyau et avec une certaine... Alors, l'électron, on ne peut pas vraiment dire où il est. Il y a une probabilité de présence pour ceux qui ont vu ça. Donc, il peut être présent alors très fortement là où c'est très jaune et puis beaucoup moins là où c'est noir. Donc cet électron, on va l'appeler 6s. Sur les 79 électrons, ils ont tous un nom. Donc le 6s, c'est celui qui est le plus à l'extérieur. Eh bien, à un moment donné, il peut être présent à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur et à tous ces endroits-là. Et ces électrons, ils ont quand même une vitesse qui est très élevée, proche de la vitesse de la lumière. Et quand un mobile se déplace à la vitesse de la lumière, il subit ce qu'on appelle une contraction des longueurs. Donc sa longueur apparente devient plus faible. Et cette contraction des longueurs, elle fait que en fait, le diamètre apparent de l'or est plus petit. L'or semble être légèrement contracté. C'est ce qu'on appelle donc la contraction relativiste des orbitales atomiques de l'atome d'or. Et le résultat, si je compare à tous les autres métaux, les autres matériaux, vous avez ici, alors le numéro correspond au nombre d'électrons en différents matériaux. Le fer est par ici, l'or, donc 79, est ici. Et ici, on a représenté le rayon de cette orbitale atomique. Et on voit que pour l'or, eh bien, il y a un rayon qui est beaucoup plus petit que tous les autres. Donc il y a vraiment on peut dire une anomalie de ce rayon de l'or qui explique pourquoi est-ce que l'or est si compact en fait. Ça va expliquer aussi le fait que l'or est tellement dense. C'est-à-dire que pour un même volume, un volume de 1 litre, 1 décimètre cube, le poids de l'or, c'est 19 kg. Si on met de l'eau, en fait, c'est 1 kg. La densité de l'eau, c'est 1. La densité de l'or, c'est 19. Donc, il y a beaucoup... un lingot d'or, un lingot d'1 kilo, c'est relativement petit. Donc, ce sont des effets quantiques relativistes qui ont été compris dans les années 80-90. Donc, on a mis du temps avant de comprendre pourquoi est-ce que l'or est tellement dense.
Autre propriété, toujours liée à ces effets de contraction de ce qu'on appelle l'orbital 6s, cet électron 6s qui est tellement près du noyau, eh bien, l'électron a une certaine énergie et son énergie est abaissée du fait de cette stabilisation, c'est comme ça qu'on le dit. Et là, le résultat, c'est que l'électron 6s, il parle de temps en temps avec l'électron 5d, c'est-à-dire qu'ils vont échanger l'électron de 5d peut sauter vers le 6s. Et vous voyez bien que si je ne tiens pas compte de ces effets quantiques relativistes, le saut pour passer de 5D à 6S, il est plus élevé que pour passer de 5D, que dans le cas où c'est quantique relativiste. Le résultat, c'est que si je veux faire ce saut, on peut faire ce saut en envoyant des rayons lumineux, des photons. Le photon va donner une impulsion à cet électron et le faire sauter en 6S. Un photon, là, il faut un photon de grande énergie par rapport au cas relativiste où il faut un photon de plus petite énergie. La plupart des métaux se comportent comme ça. Donc, il faut de la lumière ultraviolette non visible pour arriver à provoquer cette transition, comme on dit. Par contre, quand on est avec de l'or, eh bien, on n'est pas dans l'ultraviolet, c'est un peu moins énergétique, c'est du bleu. Donc, le bleu peut faire sauter, transiter ce 5D vers le 6S. Et résultat, c'est-à-dire que le photon bleu va être absorbé par l'atome d'or. Et ce qu'on va avoir, c'est que, en langage scientifique, on dit qu'il y a l'énergie de la transition optique est abaissée, et concrètement, l'or absorbe dans le bleu. S'il absorbe dans le bleu, eh bien, on va avoir du jaune orangé, en fait, comme couleur résultante, et c'est pour ça que l'or est jaune. Alors, c'est pas du tout. Alors, si je vous dis l'or est jaune parce que c'est les effets quantiques relativistes, c'est un argument un peu massu, mais c'est vrai une massue qu'on a mis du temps avant de développer et que, alors ici, on a des théoriciens dans la salle qui sont capables de faire ces calculs, qui nous ont même fait des travaux pratiques pour mener ces calculs aujourd'hui. Et effectivement, on arrive bien à voir que les orbitales sont abaissées et donc ces effets un peu barbares, c'est ça qui explique pourquoi est-ce que l'or a cette couleur jaune. Et le fait que les 6S soient stabilisés, c'est ça aussi qui va le rendre difficile à oxyder. C'est difficile de prendre l'électron ici parce que en fait, il a d'énergie, il est un peu plus stabilisé. Et ces effets quantiques relativistes expliquent aussi pourquoi on a du mal à oxyder l'or et pourquoi est-ce que l'or est tellement stable. Donc, on a compris relativement récemment pourquoi est-ce que l'or avait ces trois propriétés si particulières. Mais bon, on n'est plus en 1980, on est en 2026, et donc nous, depuis, on a pas mal avancé sur les aspects nanométriques. Je vous montre juste avant de passer à l'aspect nano. Là, vous avez ici. Là, vous avez donc une petite, très fine couche d'or qui a été déposée donc, sur du verre. On voit qu'il réfléchit en jaune. Mais si je regarde en transparence, vous voyez, il est bleuté. Alors, c'est de l'or suffisamment fin, il fait 50 nanomètres, là, pour qu'il ne soit pas complètement opaque. C'est un métal très fin. Et donc, il va laisser passer, il va absorber le bleu, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qu'on voit ici. Donc si vous avez de l'or très très fin, plus petit que 50 nanomètres, que vous le mettez comme ça face à la lumière, vous verrez qu'il est bleuté. Et vous pourrez dire en soirée, eh bien, ce sont les effets quantiques relativistes qu'on peut visualiser sur cette petite pellicule d'or. Alors là, je vous propose une plongée dans le nanomonde maintenant, qui est vraiment notre domaine. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise le jour où j'étais près d'un hublot. Ici, on discerne, voilà, il y a une route vaguement. Imaginez que sur cette route, il y a un crin de cheval ou un cheveu. Moi, je suis à 10 000 mètres d'altitude dans mon hublot. Eh bien, nous, si j'étais, en tant que scientifique en nanosciences, ce qui m'intéresse, c'est d'aller étudier ce crin de cheval, ce cheveu, sur la route en étant à 10 000 mètres d'altitude.
c'est le genre de choses qu'on fait quand on est scientifique dans nos laboratoires, là, comme si j'étais sur mon laboratoire, et je vais étudier une nanoparticule d'or, je vais faire un grossissement de cet ordre-là. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qu'il y a sur cette route-là. La route, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'or dans le Kansas, mais en fait, d'aller étudier, faire une plongée dans ce nanomonde avec un grossissement de 1 million de fois. Et qu'est-ce qu'on verrait? On va voir on va chercher plutôt, ce qu'on va chercher, c'est des nanoparticules d'or, c'est-à-dire un assemblage d'atomes les uns à côté des autres. Alors, la nature a voulu que les métaux s'organisent de façon très, très régulière et sous forme de tas d'oranges. Donc ça, c'est à côté de chez moi à Paris. J'ai un maraîcher, peut-être qui, je ne sais pas s'il est scientifique ou physicien reconverti, mais ce n'est même pas nécessaire. Il essaie de ranger ses oranges de façon le plus compacte possible. Donc il met une première couche, et puis après il va mettre l'orange au milieu de 3 autres, et puis faire une première couche, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de pyramide qui est très très organisée. Ça, c'est parce que les oranges ont toutes la même taille, parce qu'elles ont des liaisons qui sont non directrices, c'est-à-dire que, alors elles n'ont pas de liaison, mais si c'était des atomes, mon atome d'or, comme il a son orbitale 6s toute ronde là, qui va faire des liaisons dans toutes les directions, et, cette orbitale est capable de se lier à l'atome d'à côté, quelle que soit la direction. Et donc, quand on veut le faire de façon très très compacte, eh bien, ça s'organise sous cette forme-là. Les physiciens appellent ça un réseau métallique, un réseau cubique face centré, CFC. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors si j'étais arrivé un peu plus tôt, en fait, avant que les gens achètent les premières oranges, j'aurais pu voir qu'il y a un cône qui se représenterait exactement comme ça. Ici, on a un demi-octaèdre. Donc octaèdre, ça veut dire 8 faces. Donc là, on a 4 faces. Et ces faces sont extrêmement régulières et on se rend bien compte qu'elles naissent du fait qu'on a des sphères empilées parfaitement les unes à côté des autres et ça va forcer les angles, le nombre de faces, etc. Et c'est ce qui se passe quand on va au niveau nanométrique, quand on fait cette plongée dans les nanosciences, qu'on va voir en fait des atomes d'or parfaitement organisés les uns à côté des autres. L'or cristallise sous forme CFC et donc naturellement ça va être sous forme de demi-octaèdre. Et ce qui est intriguant, c'est qu'en fait ce type de solide-là a été imaginé par Platon lui-même. Je crois que c'est dans le Timée. Il a imaginé, en fait, il s'est posé la question, quels sont les polyèdres réguliers et convexes qui peuvent exister. Le plus simple, alors, c'est le cube. Le cube, en fait, c'est un solide fait de faces toutes identiques. Donc le cube, c'est 6 carrés. Et pour que ce soit un solide de Platon, il faut que chaque sommet soit le point d'intersection d'un même nombre de faces. Donc c'est le cas de l'octaèdre. Vous voyez, il y a 4 faces qui se rencontrent sur un sommet. Ce sommet-là, il y a aussi 4 faces. Les faces sont toutes des triangles, tout est régulier. C'est un problème de géométrie. Et alors, combien y a-t-il de solides de Platon? Il y en a 5, on peut en faire que 5 dans la nature. La géométrie impose ça. Donc le cube, c'est le plus simple à imaginer. Il y a aussi le tétraèdre, donc là c'est 4 faces et 4 sommets. Et puis les deux autres, c'est le dodécaèdre. Donc là c'est 12 pentagones, 12 faces sous forme de pentagone. C'est plus difficile à imaginer si on ne fait pas du découpage et du recollage, de pouvoir penser en fait qu'en mettant des pentagones, en mettant 12, on arrive à refermer complètement un espace. Et puis avec des triangles, on peut faire aussi l'icosaèdre. Icosaèdre, ça veut dire 20 faces, 20 triangles, 20 faces donc, qui se rencontrent sur chacun des 12 sommets. Et donc, ce qui est effectivement très intriguant, c'est qu'on retrouve ces solides parfaits quand on va, avec un microscope extrêmement puissant, un microscope électronique, on va regarder comment se comportent les
des assemblages d'atomes d'or. Par exemple, ici, là, donc ça c'est une simulation, on a mis des atomes tous équivalents les uns à côté des autres, et avec la structure cristalline en CFC de l'or, on peut construire des icosaèdres. On peut construire, alors voilà, Archimède est allé un cran plus loin, il a dit, et qu'est-ce qui se passerait si on faisait non pas toutes les faces identiques, mais des faces de deux natures différentes? Donc c'est ce qu'on appelle les solides d'Archimède. Donc par exemple, le cuboctaèdre, il a 6 faces carrées, donc on en voit une ici, et 8 faces triangulaires. L'octaèdre tronqué, 8 hexagones et 6 carrés. Il y en a 13, si je ne me trompe pas. Donc si je vais arrêter là, parce que sinon on va avoir toute la soirée sur les solides d'Archimède, parce qu'il y en a encore avec 3 faces différentes en fait, qui existent. Mais je vous montre ceux-là parce que ceux-ci, on les trouve dans la nature, dans la nano-nature en fait. Et par exemple, en voilà un. Donc ça, c'est une image de microscopie électronique à haute résolution. Donc c'est des appareils incroyables qui permettent, en utilisant non pas des photons mais des électrons, aller voir la matière au niveau de l'atome unique. Et donc là, vous avez une petite nanoparticule qui fait quelque chose comme 6-7 nanomètres et pour laquelle on peut voir, alors on voit qu'ici, il y a des phases différentes. Les atomes ils sont rangés tous bien régulièrement, mais on voit qu'il y a des brisures de symétrie là au niveau des traits jaunes. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'en fait, il s'agit d'un icosaèdre et on le regarde par ce point rouge là. Alors, ça marche pour les petites nanoparticules où il faut que tout soit bien arrangé correctement. Comme mon étalage de maraîcher, là c'est vrai que si on voulait faire quelque chose de très très grand et que quelqu'un donne un coup de pied dans l'étalage, ça va faire des domaines différents. Donc ça on l'observe que pour les toutes petites nanoparticules. Jusqu'à présent, en fait, on a eu une approche presque très philosophique, platonicienne, socratique, c'est-à-dire assez idéaliste. Comment ça se passe dans la réalité et comment on fabrique de tels petits assemblages là. Donc la première fois que ça a été fabriqué, des nanoparticules, c'est il y a quand même un certain temps, 1857, c'est Michael Faraday. Et on a refait ce même type de synthèse ou des synthèses similaires il y a quelques jours ici même, fabriquer des petites nanoparticules. Donc ça a été aussi un gros pari en fait des intervenants de cette école, d'arriver à reproduire ce qu'ils font en laboratoire, mais à 800 km du laboratoire et puis sans tous les appareillages. Donc on peut faire que des synthèses assez simples. Mais le principe, on peut le comprendre, on va partir de l'or sous forme liquide. Alors ce n'est pas de l'or métallique, c'est de l'or sous forme ionique. Donc HAUCl4, c'est de l'acide chloroaurique. L'or, à ce moment-là, est sous forme d'un ion AU3+. Donc il est dissous dans l'eau, il flotte dans l'eau, et ça a une coloration jaune, légèrement jaune. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va demander à Michael Faraday de faire, là devant nous, maintenant, c'est de rajouter un surfactant du citrate, donc vous connaissez tous, parce qu'en fait, c'est la base conjuguée de l'acide citrique, donc le citron. Donc c'est du citron un peu moins acide. Et ce citrate, il a comme capacité de venir réduire l'or, donc de AU3+ à AU0. Et donc AU0, c'est l'or métallique. Et en même temps, il vient l'encapsuler. Il l'encapsule, donc ce que vous voyez, l'espèce de petits cheveux autour, c'est des représentations de cette molécule-là, qui va venir en fait bloquer la surface de la molécule, de la nanoparticule, de façon à ce que l'or ne puisse plus arriver dessus. Donc, pour cette expérience-là, donc ça c'est l'expérience historique, mais j'ai filmé ma collègue Catherine Louis, que vous connaissez bien, voilà, pour certains d'entre vous. Donc là, c'est de l'acide chloroaurique qu'on voit ici, donc c'est le point de départ, donc c'est tellement peu jaune qu'on ne le voit pas, et elle a versé dedans le citrate, et vous voyez le changement de couleur, avec le sel d'or initial très concentré, et les nanoparticules d'or une fois qu'elles ont été formées. Donc c'est quand même assez étonnant, surtout cette couleur en fait. Ici, on a de l'or métallique, et cet or métallique, il n'est plus jaune. Il apparaît rouge. Et on appelle ça même du rouge rubis.
Et donc, je suis venu avec mes réserves d'or, ici. Donc là, vous avez des nanoparticules d'or dans de l'eau qui ont été faites de cette façon-là. Donc celles-ci, c'est des petites nanoparticules de 16 nanomètres. Alors 16 nanomètres, voilà, je vais en reparler, mais et qui sont donc en suspension dans l'eau. Donc ça, c'est stable. Donc je peux vous le faire passer. Donc n'ouvrez pas le petit container là. C'est pas dangereux, mais en fait, en les ouvrant, ça va les perturber et je vais les perdre après. Donc ça, c'est de l'or. Alors je peux en passer. Ouais. Il y en a une deuxième. Merci. Les autres vont venir après. Et donc cet or, il a une couleur qu'on appelle rouge rubis, et qui est caractéristique de la taille nanométrique, c'est-à-dire 15-20 nanomètres. 15-20 nanomètres, donc c'est un 50e de micron, donc c'est 50 000 fois plus petit que le millimètre. Voilà, c'est vraiment très petit. Et dans ce que je suis en train de faire passer, j'ai compté qu'il y avait quelque chose comme ces 1000 milliards de nanoparticules. Et cette capacité très étonnante de l'or à avoir cette couleur rouge, c'est le point de départ de ce domaine qu'on appelle la plasmonique, la résonance de Plasmon, que je vais expliquer rapidement. Ceci dit, c'est vrai que la synthèse très simple dont je viens de parler, alors très simple, oui, très simple pour ceux qui savent la faire, de synthèse par voie de Turkevich, cette synthèse a inspiré beaucoup de chimistes qui sont capables de faire des formes complètement inattendues. Donc ici, je vous ai fait un kaléidoscope des nanoparticules d'or. Donc vous avez des formes, ici c'est que des formes sphériques. Donc là, c'est un petit agrégat d'une centaine d'atomes. Là, c'est une nanosphère qui doit faire 15 nanomètres. Là, elles sont plus grandes. Là, c'est des cœurs coquilles, donc des nanoparticules d'or enrobées dans une petite couche de verre. Donc, ensuite, on peut faire des formes allongées. Donc, vous avez des nano-osselets, des nanobâtonnets plus grands, des nanobâtonnets dans une coquille de verre. Là, des nanorubans, là, des nanophiles. Tout ça, c'est des formes de plus en plus allongées en or. Des formes à 2D, donc c'est des formes plates. Ça, c'est un monofeuillet atomique d'or qui vient d'être synthétisé en 2024, donc c'est très récent. Des nanotriangles, des polygones avec un trou et des anneaux comme celui-ci. Ça demande des synthèses parce qu'évidemment, on peut pas, c'est pas un sculpteur. Il faut vraiment maîtriser très bien comment la chimie interagit avec les atomes d'or, comment on réduit. C'est une maîtrise incroyable en fait. Et puis pour arriver à observer ce qu'on a fait, c'est aussi, on fait ça beaucoup par. Tout ça, c'est des images de microscopie électronique. Là, vous avez des polyèdres et en particulier une bonne partie des solides de Platon qui ont été reconstitués tétraèdres, nanocubes, octaèdres, décaèdres, icosaèdres et bipyramides. Et on a dans la salle un spécialiste de synthèse des bipyramides. Et puis des structures concaves comme des nano-étoiles, des nano-flocons, des cubes creux. Et les dernières choses qui intéressent vraiment beaucoup les scientifiques en ce moment, c'est de faire ces synthèses très particulières avec des molécules biologiques qui vont donner ce qu'on appelle la chiralité, c'est-à-dire l'organisation sous forme d'hélices qui tournent à droite ou d'hélices qui tournent à gauche, pour explorer comment est-ce que les nanoparticules vont interagir avec le vivant. Alors, quel rapport ? Donc Harry Potter, il n'y a pas grand-chose de vrai, tout est imaginé dedans, sauf ce qui nous intéresse. C'est quand même ça. Donc il y a un seul personnage qui a vraiment existé dans la saga d'Harry Potter. C'est... vous savez qui c'est ? Donc voilà, Nicolas Flamel, qui a sa rue à Paris et qui est en fait un alchimiste, ou exactement c'est un librairie juré de l'Université de Paris,
libraire juré, ça veut dire en fait c'est le responsable de la bibliothèque avant que les bibliothèques existent vraiment, c'est avant que l'imprimerie existe, les livres étaient vraiment un trésor, donc c'est lui qui avait accès à tous les livres de l'Université de Paris, et il est devenu très riche. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'alchimie, donc certains ont conclu qu'en fait il avait trouvé le secret de la pierre philosophale. La pierre philosophale, alors c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai, donc ça il ne l'a pas complètement trouvé, mais il était très riche parce que, en fait, il reste une des maisons les plus anciennes de Paris, peut-être la plus ancienne, c'est la sienne, donc qui est rue de Montmorency. Il reste encore une auberge, Nicolas Flamel. Et il a fait fortune dans l'immobilier à l'époque, au XVe siècle en fait. Par un mariage avec Madame Pernette. Il y a toute une histoire derrière. En fait, c'est des unions immobilières. Bref, il est devenu riche. Mais bon, voilà, on ne va pas faire une fiction sur l'immobilier. Par contre, si vous avez vu en fait le film autour de la pierre philosophale, c'est l'épisode 3 je crois, la pierre philosophale apparaît rouge, et elle est rouge rubis, en fait la même rouge que nos nanoparticules d'or. Et ça, ce qui se passe, alors la pierre philosophale n'existe pas, cette pierre-là n'existe pas non plus, mais dans la conception des philosophes du Moyen-Âge, la physique et chimie n'étaient pas élaborées comme aujourd'hui, mais chaque chose avait une matière et une forme. Dit autrement, ça c'est ce qu'on appelle la philosophie illémorphiste qui vient d'Aristote et qui a été reprise au Moyen-Âge et qui dit, pour dire ça un petit peu plus simple, que chaque être, vivant ou pas, a un corps et une âme. Et dans les matériaux inanimés, en particulier voilà, les métaux, l'âme correspond à la couleur. Et donc, si j'arrive à extraire l'âme d'un métal et la mettre dans un autre métal, il y a fort à parier qu'en fait l'autre métal se transforme dans le premier. Donc, après, vous regardez les différents métaux que vous avez, vous comparez ceux qui sont les plus proches les uns avec les autres. En termes de densité, l'or c'est 19, donc 19 kilos par décimètre cube. Et un des très proches, c'est le plomb, qui fait 13. Donc ils se sont dit, on va partir du plomb. Donc je vais prendre l'âme de l'or et on va la mettre dans le plomb. Et donc l'âme de l'or, je peux dire qu'on a réussi à la prendre. Elle est là, en fait, puisque c'est la couleur, dans cette approche du Moyen-Âge. Voilà. Bon, que je sache, en fait, on n'a pas réussi à transmettre cette âme de l'or dans d'autres matériaux. Par contre, même au CERN, en fait. Même au CERN. Donc, par contre, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de créer cette couleur rouge rubis à partir d'or. Alors, ils ne savaient pas que c'était des nanoparticules, mais il y avait toute une série de recettes qui a été ensuite retranscrites dans des manuels, des Arte Vitria, l'art de travailler sur le verre. Et ça a donné, en fait, un savoir-faire autour des objets d'art décorés à l'or avec la couleur rouge rubis, dont je vous montre quelques exemples. Donc celui-ci, donc Bernard Perrault au XVIIe siècle, ça c'est une aiguière qui est au musée des arts décoratifs à Paris, qui est faite donc avec de l'or nanoparticules dans du verre. Vous avez aussi des porcelaines. Donc là, il y a des histoires pas possibles ici, parce que Bernard Perrault, c'était Bernardo Perotti, qui a trouvé, qui a récupéré le secret des Vénitiens, et qui ensuite a été installé à Orléans par Louis XIV ou XV, je ne sais plus, pour créer une manufacture de verre à Orléans, et qui a développé tout ce savoir-faire autour du rouge à l'or dans les verres. La marquise de Pompadour s'est beaucoup intéressée aussi alors à la porcelaine, mais à la coloration rouge à l'or, et ça a donné lieu sur la porcelaine au rose Pompadour, qui est fait avec des nanoparticules d'or aussi. Et même chose, il y a des exemplaires au musée des arts décoratifs à Paris de ces porcelaines. Et puis plus proche de nous, donc
il y a plein d'intrigues là derrière parce que pour réduire l'or, ils utilisent du cyanure. Donc, vous faites un pot à eau avec de l'or au cyanure, je ne vous raconte pas les histoires qu'il peut y avoir derrière. Et plus proche de nous, j'ai rencontré un collègue qui, lui, travaille en Nouvelle-Zélande, dont le père est éleveur de moutons mérinos et qui a trouvé une façon d'accrocher des nanoparticules d'or sur de la laine mérinos pour faire des écharpes à base de laine mérinos colorée à l'or. Et donc là, je peux vous en faire circuler un peu. Donc là, vous avez... Alors, vous pouvez le sortir. L'avantage de ces nanoparticules, c'est que c'est très stable. Je ne sais pas s'il est devenu très riche avec ça, mais en tout cas, il a développé vraiment un savoir-faire de laine colorée avec de l'or. Bon, alors maintenant, on va revenir à de la physique. Pourquoi, parce qu'on ne l'a pas expliqué, pourquoi est-ce que des nanoparticules d'or sont rouges? Alors on peut dire que c'est l'effet plasmonique, mais on n'a pas dit grand-chose encore. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en fait, une l'onde lumineuse, c'est un champ électrique, donc des plus et des moins, qui oscillent très très vite, donc 10 puissance 15 fois par seconde, c'est-à-dire 1 million de millions de fois par seconde. Le champ électrique oscille, et quand il vient traverser une nanoparticule d'or, ça va venir faire osciller ces électrons très très vite au sein de la nanoparticule. Et quand la particule, un des points importants, c'est qu'il faut que la particule ait un diamètre beaucoup plus petit que la longueur d'onde de la lumière. La longueur d'onde de la lumière, c'est autour de 500 nanomètres, un demi-micromètre. Et donc si je prends une particule qui est 10 fois plus petite, eh bien, en fait, la particule va voir passer un champ électrique qui est quasi homogène, et donc tout va osciller en bloc. Si je prenais une particule qui était grosse comme ça, je n'ai pas le droit de m'approcher, voilà. Une particule qui fait cette taille-là, elle recevrait un peu de plus-moins d'un côté, un peu de moins-plus de l'autre côté, et en fait, ça viendrait se contredire, et ça ne va pas marcher. Donc il faut que ça soit vraiment très petit devant la lumière. Donc en fait, c'est inférieur à 100 nanomètres. Dans ces cas-là, cette oscillation, là, c'est comme si tous les électrons dansaient ensemble, un pas devant, un pas derrière, etc., tous ensemble. Et ça se traduit par ça. Donc, une danse, on pourrait, si la bourrée se transmettait par ça, je ne sais pas si ça donnerait beaucoup envie de danser, mais c'est ce qui se passe, en fait. Et tous les électrons dansent ensemble. Et pour une seule fréquence, une seule longueur d'onde, ça va spécialement bien marcher. Donc ici, vous avez la lumière visible, le bleu est à 400 nanomètres, le rouge est à 700 nanomètres, le rouge orangé, et vers 520, il y a un endroit où tous ces électrons vont osciller ensemble. Résultat, ça c'est une courbe de transmission. Cette nanoparticule un peu idéale, elle va transmettre sauf vers le vert. Et donc comme le vert n'est pas transmis, eh bien, on voit le complémentaire qui va être quelque chose qui est rouge. Donc là, je trace maintenant ce qu'on appelle la section efficace d'absorption de la nanoparticule, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va venir résonner avec cette couleur. Donc elle résonne très bien à 520 nanomètres qui est le vert, donc elle est rouge. Voilà, comme vous avez la photo, et c'est ça qui va expliquer le rouge rubis. C'est en fait une petite sphère, il faut avoir une petite sphère dans laquelle les électrons vont tous faire monter-descendre ensemble, en phase. Si maintenant, et donc dans ce processus, moi j'ai mis l'œil ici, et donc je regarde la transmission. Mais si je mets l'œil à 90 degrés et que je regarde non pas par transmission comme ceci, mais ce qu'on appelle par diffusion, à ce moment-là, donc ça c'est un peu plus technique, ici vous avez la courbe que je vois quand je regarde par transparence, et ça c'est la courbe que je vois quand je regarde de côté. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Pour les petites particules, ce trait jaune était, ce trait vert était à 0. Donc vous voyez ici il est à 0. Et par contre, quand j'augmente la taille, eh bien, le trait vert, cette fois-ci, il n'est plus à 0. Donc elle commence à diffuser.
qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait en fait qu'il y a deux couleurs sur le même type de solution de nanoparticules. Donc, vous avez ici, en transparence, donc si je le mets sur un substrat blanc, ce que je vois, c'est la transparence, elle apparaît violet. Je la mets maintenant sur du noir, donc toute la lumière qui arrive, il n'y a pas de lumière qui vient par derrière, ça apparaît orange. Et donc là, on a fabriqué un objet qu'on appelle bichromatique, et qui est vraiment, il n'y a qu'avec ce type de nanoparticules qu'on peut arriver à faire un objet qui a deux couleurs, alors pas tout à fait à la fois, mais suivant la façon dont on le regarde, il apparaît soit violet, soit orangé. Et donc là, je vous ai apporté aussi des nanoparticules bichromatiques, c'est-à-dire elles sont un petit peu plus grandes. Alors ça, c'est pas évident à voir, parce que ce n'est pas un effet qui est très très fort. Mais celle-ci, si vous les regardez par transparence comme ça, c'est violacé. Et si on la regarde, donc là, en diffusion, là, comme ça, là, vous voyez bien que c'est saumon, c'est plutôt saumon, donc comme ça. Et si vous la regardez par transmission, elle apparaît plutôt violette. Voilà, donc ça, je peux aussi vous le faire passer. Donc ça, c'est des nanoparticules sphériques de 80 nanomètres de diamètre. Alors, le plus étonnant, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui a réussi à le fabriquer il y a 1400 ans, 1600 ans. Donc ici, vous avez donc la coupe de Lycurgue. Donc Lycurgue, c'était un roi qui a été puni par Bacchus pour je ne sais plus trop quel méfait. Et Bacchus, qui est le dieu de la vigne, a décidé, en fait, au moment où il s'échappait, il a demandé à sa vigne de le rattraper. Donc vous voyez, en fait, là, il est enserré par la vigne et ça va mal se terminer pour lui. Mais bon, ce n'est pas cette histoire-là qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ce verre, c'est du verre dans lequel il y a des nanoparticules d'or et d'argent. Et quand on met la lumière à l'intérieur, comme c'est le cas, on voit en fait cette coloration rouge. Et maintenant, je mets la lumière à l'extérieur, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, c'est vert. Donc on a vraiment un changement de couleur radical. Et on s'est longtemps demandé d'où ça venait. Des scientifiques ont eu le droit de prélever quelques petites fragments, et on a vu que c'était des nanoparticules de 70 nanomètres de or-argent. Donc ce n'est pas de l'or pur, c'est un alliage or-argent. Ça s'est trouvé, on le sait, en Grande-Bretagne. On n'a pas d'autres exemples. On ne sait pas qui l'a fait, comment ça s'est fait. Ça reste encore un mystère. C'est des savoir-faire en fait de verriers qui ont mis de l'or. Quelles sont les idées qu'ils avaient derrière? Est-ce que c'était une pierre philosophale avec des approches avec l'âme de l'or? On ne sait pas. En fait, ça reste mystérieux. On sait plus ou moins le refaire. Vous avez des exemples. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi, ça m'intrigue beaucoup. Et avec des collègues, on a décidé vraiment d'essayer de refaire ce genre de coloration. Donc là, vous avez des nanoparticules d'or et d'argent de tailles différentes qui permettent de faire des couleurs par transmission très étonnantes. Donc, je vous en ai apporté quelques-unes, quelques autres. Donc là, vous avez... Alors, une nanoscience, c'est très trompeur. Là, vous avez quelque chose qui est jaune. Mais si c'est jaune, c'est que ce n'est pas de l'or. Donc ça, c'est de l'argent. C'est des nanoparticules d'argent. Ensuite, j'ai apporté aussi des nanobâtonnets. Donc, au lieu d'être sphérique, c'est sous forme de bâtonnet. Et là, ça devient bleu. Ça, c'est de l'or, mais sous forme de petits bâtonnets. Donc, on peut vraiment faire toute une série de couleurs. Et donc, avec ça, c'est vrai qu'on a développé en fait un savoir-faire, un calcul pour pouvoir changer les couleurs. Je vais avancer un petit peu vite, mais maintenant, avec cette plasmonique, on peut arriver à avoir autre chose que le rouge rubis, suivant que la nanoparticule est dans de l'air. Donc, si on pouvait la mettre en suspension dans l'air, elle serait jaune comme ceci, jaune orangé. Dans l'eau, on a le rouge rubis. Si je les mets dans du vert, on a le rose Pompadour que vous voyez tout à l'heure. Donc ça, ce sont des calculs. En fait, c'est des calculs dont on essaie de voir quels sont les types de couleurs qu'on peut avoir, et après on se pose la question comment est-ce qu'on arrive à les faire dans du saphir, etc. Et après, on a aussi regardé, quand on regarde en transmission, en diffusion, toutes les couleurs qu'on peut avoir. Là, j'avoue que je vais aller un petit peu vite parce que voilà, on arrive à la fin de l'apéritif, il faut que j'avance. Ce que je veux vous montrer, c'est voilà, une de ces pastilles bichromatiques.
donc, que vous avez ici. Donc là, on la voit par transmission, donc elle est bleue. Donc là, on a mis une nanoparticule dans un support d'acrylique, je crois. Et donc, en diffusion, ça passe à l'orange. Et j'ai travaillé avec une designeuse de lampes pour faire aussi des petits, voilà, une lampe qui est avec une pastille orange projette une petite ombre bleue. Et bon, ça c'est encore des projets en cours. Petite autre question maintenant. Là, je vous ai présenté 1000 milliards de nanoparticules. Est-ce qu'on peut en voir une seule? Alors, la physique nous dit non. Mais on a plus d'un tour dans notre sac, donc on arrive quand même à voir quelque chose. Une nanoparticule de 50 nanomètres fait cette taille-là. Et la physique dit que si on essaye de regarder avec les yeux, avec des photons, un objet, eh bien, l'objet, il aura au minimum une taille de 500 nanomètres. Donc on ne peut pas vraiment voir la nanoparticule unique. On ne peut pas en fait la résoudre. Par contre, ce qu'on peut arriver à faire, c'est arriver à voir sa trace, un peu comme quand on regarde des étoiles. Quand on voit des étoiles, on sait qu'elles sont là, mais on ne peut pas voir leur taille, en fait, leur diamètre. On voit leur lumière. Et donc pour ça, avec des étudiants, en fait, dans le cadre d'un projet, j'ai monté un microscope à champ sombre, qui est une machine, un microscope un petit peu modifié, qui permet d'arriver à détecter une nanoparticule. Donc moi, j'ai mis mes nanoparticules, je les ai déposées sur du verre et je les ai mis sous le microscope. Et donc voilà, j'ai déposé aléatoirement quelques nanoparticules sur du verre. Et quand on fait ça et qu'on met l'œil dans le microscope, c'est merveilleux. Moi, je ne m'en lasse pas. On voit ça. Et à ce moment-là, on peut bouger notre microscope et essayer en fait de le... alors hop. Je peux vous laisser la musique, ouais. Mais, donc, c'est presque aussi fort que Thomas Pesquet. Donc là, c'est des nanoparticules. En fait, c'est des amas de nanoparticules qu'on peut voir. Là, j'ai fait une rayure parce que ça me permet ensuite de revenir au même endroit. Puisque là, j'en ai 1 million, en fait, donc pour arriver à retrouver la même. Et donc, après, je vais augmenter le grossissement. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on est près d'une couleur différente chacune. Il y a des vertes, des rougeâtres, des bleutées, une bien rouge, là. Et pour savoir ce que c'est, comme je ne peux pas les voir avec le microscope, parce qu'il n'a pas, en fait, la résolution suffisante, j'utilise un autre microscope à force atomique, qui est lui-même, qui permet d'aller palper, en fait, chacune des particules. Et donc de cette façon-là, je sais qu'il y en a qui sont toutes seules, d'autres qui sont doubles, d'autres qui sont sous forme d'amas. Et comme j'ai bien fait mon travail de repérage, je suis capable de savoir, celle-ci, c'est 2 particules qui sont en train de parler entre elles, donc qui sont couplées. Ça, c'est une particule toute seule. Ça, c'est 15 particules qui sont agrégées. Donc on peut vraiment arriver à voir en fait, ces particules individuelles. Et donc ça, c'est très utile aussi pour des aspects de recherche, parce qu'on va faire de la spectroscopie, on va regarder en fait, avec des collègues, on a regardé la réaction chimique de ces particules individuelles, et ça permet vraiment de comprendre aussi les propriétés chimiques, pas uniquement optiques, de ces objets qui sont vraiment fascinants. Alors, 6e point, rêver à des thérapies innovantes. En fait, j'ai demandé, si on illumine cette nanoparticule avec une lumière, une partie de cette lumière va être absorbée par les nanoparticules, puisque j'ai dit que c'est ça qui donnait les couleurs rouges et vertes. Mais si je mets assez de puissance, en fait, je vais pouvoir même chauffer ces nanoparticules, très localement. C'est comme si on faisait des nanoradiateurs. Et j'ai demandé à des étudiants de mesurer est-ce que ces nanoradiateurs, quand je les mets dans ces petites fioles-là, peuvent arriver à faire monter la température du liquide dans la solution. Donc on les a mis dans une cuve. Ça, c'est une petite cuve qui fait 1 cm. Donc là, je l'ai bien grossi. Et on voit le laser. Alors, il arrive par la droite. Et là, il y a des nanoparticules. C'est un laser vert, donc il va diffuser dans le verre. Et on voit que l'énergie est perdue très vite,
parce que cette énergie est absorbée par le milieu local. Et on a mis un petit thermomètre, un thermocouple, et on a pu mesurer l'élévation de température de 21 jusqu'à 26 degrés. Donc on a pu échauffer le liquide avec le laser qui tape sur les nanoparticules d'or. Bon, on a mis quand même beaucoup d'énergie, parce que c'est 100 milliwatts, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Ce qui est surtout intéressant, là, en fait, c'est qu'on est capable de localiser cette énergie que autour de la particule, donc de 50 nanomètres. On a vraiment fait un nanoradiateur. Et pourquoi est-ce que ça peut aller vers des thérapies innovantes? Ça, c'est une aventure fantastique qui a été menée en partie par de nombreux chercheurs. Comme toujours dans la recherche, en fait, on va parler d'une personne, mais en fait, il y avait peut-être 50 équipes sur le sujet. Elle travaille avec 40 personnes, et donc c'est des échanges collectifs, et c'est un petit peu le miracle de la science, c'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'elle est en train de faire, donc on essaie de le répliquer, de le faire autrement. Et c'est vrai que nous, en tant que scientifiques, moi, c'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir collaborer, échanger avec des gens du monde entier. Bref, tout ça pour dire qu'elle, c'est la pionnière sur cet aspect de thermothérapie. Donc là, on a fait de la thermoplasmonique. Et comment est-ce qu'on peut adapter ça aux thérapies innovantes? Elle utilise un laser, plutôt dans l'infrarouge, parce que l'infrarouge laisse passer l'énergie à travers la peau, sur une certaine profondeur. Et elle a utilisé, alors pour ça, elle a utilisé des nanoparticules particulières avec un cœur de silice et puis un nanofilm d'or autour. Et donc, en l'illuminant, elle va augmenter la température locale. Maintenant, ces nanoparticules, tout l'enjeu, c'est d'arriver à les amener autour de la tumeur qu'on veut arriver à soigner. Ici, je vous ai représenté ça de façon très schématique. En rose, c'est des tumeurs, c'est des cellules saines avec le noyau et la cellule. Et puis en vert, c'est des cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses, quelquefois, elles sont marquées par certains gènes, certaines protéines à l'extérieur qui vont les distinguer des autres. Et donc, si on habille la nanoparticule avec une molécule conjuguée, quand on va injecter ces nanoparticules dans le sang, elles sont toutes petites, donc elles vont circuler partout, elles vont venir se scotcher, se coller en fait spécifiquement sur les cellules cancéreuses. Et après, quand on envoie le laser, eh bien, ça augmente de 10 degrés autour de là où sont les cellules, et 10 degrés, c'est mortel pour une cellule. Nous, quand on a une fièvre de 41 degrés, donc plus 4 degrés, on n'est pas bien du tout, donc à 10 degrés, c'est fini. Et donc, là, l'avantage, c'est qu'en fait, seules les cellules cancéreuses sont échauffées et donc tuées par ce type de thérapie. Je le fais très très simple parce que ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que quand on regarde l'historique de toutes ces recherches, elle a eu cette idée en 2002 en faisant des nanoparticules qui ont la bonne longueur d'onde pour laisser attraper les longueurs d'onde qui traversent la peau. Puis ensuite, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'humain, donc il faut que ça soit approuvé par les autorités sanitaires et qu'elle ait le droit de faire un premier test clinique, c'est 2009, donc 7 ans plus tard. Et pour faire ça, il faut faire une société parce qu'il faut être capable de faire toujours les mêmes nanoparticules. Parce que dans mon labo, en fonction de ce qui s'est passé dans le laboratoire, des gens qui travaillent avec moi, en fait, le savoir-faire, il peut évoluer. Donc il a fallu fonder une société, puis après avoir des patients qui acceptent d'être, alors on ne peut pas dire des cobayes, mais les premiers tests en fait, 2016. Et ça, c'était pour un cancer de la prostate. Et elle était venue en 2018 à Paris, en fait, montrer qu'il y avait, les patients étaient guéris. Donc c'est vraiment une thérapie qui a fonctionné. Et c'est un très bel exemple en fait de réussite de ces idées. Mais ce qui est toujours saisissant pour nous chercheurs, c'est que de 2002 à 2018, ça fait 16 ans. Pour quelqu'un qui est quelqu'un de hors catégorie d'un point de vue scientifique, management, collecte de fonds, etc. Qui a très bien mené son équipe. Dernier aspect, la photosynthèse. Il y a une chose qui nous fait rêver, et moi qui m'impressionne beaucoup en ce moment, c'est cette photosynthèse artificielle. Donc la photosynthèse, c'est un mécanisme extrêmement compliqué et extrêmement élaboré, plutôt, dans lequel la lumière, via les chloroplastes, en fait, va venir
transformer le CO2 en dioxygène et en utilisant de l'eau pour fabriquer du glucose qui est en fait la réserve d'énergie des plantes. Donc ça, il y a un processus en 2 étapes. C'est une machinerie extraordinaire qu'on ne peut pas prétendre répliquer comme ça, mais on peut essayer s'en inspirer. Ce que je veux vous montrer simplement, c'est quand on parle d'énergie, le but de la photosynthèse, en fait, c'est de capter l'énergie du soleil et de la transformer sous forme d'une énergie chimique qui va être ensuite réutilisée par la plante sous forme de respiration, et puis par les animaux qui vont manger cette plante, et puis ça fait toute l'échelle du vivant ensuite. Quand on regarde les énergies, le matériau qui a le plus basse énergie, c'est le CO2. Donc ici, j'ai une échelle d'énergie, c'est l'enthalpie de réaction. Quand on prend les éléments C, H, O, N séparés les uns des autres, l'énergie est à 0. Donc, et ici, c'est négatif, c'est-à-dire que... oui, c'est négatif. Donc le CO2, c'est celui qui a la plus basse énergie. Donc c'est pour ça, en fait, le CO2, oui, on en parle beaucoup. Quand je pars au glucose, le glucose, il y a 6 carbones. Si je regarde l'énergie par carbone, on est à moins 210. Si je passe au méthane, c'est moins 75. Et donc, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir trouver un processus pour partir du CO2, le transformer en méthane, comme ça on aura un gain d'énergie de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec la photosynthèse, puis les arbres, puis en fait la formation du pétrole et des gaz de schiste ou autres, c'est du stockage de l'énergie sous forme de carbone à haute énergie, CH4. Et j'ai une collègue, donc Valérie Caps en particulier, qui travaille sur la photosynthèse artificielle en utilisant des nanoparticules d'or. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là-dedans? En fait, dans la photosynthèse, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un pigment qui va capter ces photons et puis ensuite faire grimper en énergie le carbone. Les nanoparticules, c'est aussi un pigment avec l'effet plasmonique. Elles viennent absorber les photons et puis, en général, les restituer. C'est ça qui va donner la couleur rouge. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à capter cet électron qui a reçu un photon et puis de le transformer en une énergie autre? Donc la photosynthèse artificielle, elle va s'intéresser surtout à cette réaction-là. CO2 plus de l'eau donne du méthane plus 2 oxygènes. Et pour faire ça, donc on va prendre un laser. Donc elle utilise un laser accordé à la résonance plasmon. Donc le résultat, c'est que ça va venir faire exciter ces électrons, comme on l'a vu juste avant. Si on ne fait rien d'autre avec la particule toute seule, les électrons, une fois qu'ils sont excités, ils les excitent, ils restent dans la nanoparticule et c'est la fin de l'histoire. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre un matériau à côté qui est une espèce d'aspirateur à électrons et qui, on dit, injection de charge, et qui va réussir à capter ces électrons pendant les quelques femtosecondes, donc il faut aller très vite, c'est le millième de milliardième de seconde, pendant lesquels ils sont excités, on dit qu'ils sont chauds. Donc quand ils sont chauds, il faut les attraper. Et donc pour ça, voilà, c'est le principe qui est ici. Hop, je suis passé un petit peu vite. Donc faire en sorte que cet électron passe dans le matériau. Pour ça, en fait, on va utiliser des matériaux particuliers. Il faut bien travailler en fait, cette jonction ici. L'or tout seul ne suffit pas, il faut faire des alliages or-palladium. On n'est encore vraiment qu'au balbutiement dans ces processus-là. Mais pour essayer de créer du CH4, et c'est vrai que si on y arrivait, donc là, il y a les réactions élémentaires qu'on commence à comprendre. Valérie Caps arrive à faire un tout petit peu de CH4, ce n'est pas du tout efficace, mais d'arriver à comprendre les mécanismes. Et ça permettrait en fait de consommer du CO2, de fabriquer du CH4. Et le CH4, en fait, donc c'est du méthane. Si on l'utilise comme gaz pour, par exemple, propulser des voitures, eh bien après, dans le cycle, ça refait du CO2 et de l'eau et on revient au point de départ. Et donc ce seraient des voitures solaires, entre guillemets, puisque l'énergie viendrait du soleil. Donc ça, ce sont des rêves de chercheurs. En fait, après, il faut regarder combien de CO2 il faut faire. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus pour certains. Et
Et d'ailleurs, en fait, à l'issue de cette école, et je vais terminer par là, on a rêvé autour de cette photosynthèse artificielle ou d'autres types de scénarios à travers des moments assez étonnants qui sont des ateliers d'écriture de science-fiction. Donc, qui ont été animés par un prof de sciences de la communication. Le sujet, c'était celui-ci, imaginer une application de nos recherches en 2050. Donc, ce n'est pas qu'un jeu, en fait. C'est presque des expériences expériences de pensée. Nous, on pense à 3-4 ans, parce qu'on a un projet, on essaie de le mettre à exécution, on a besoin de financement, on cherche quelqu'un à recruter, etc. Et puis c'est déjà tellement compliqué que c'est vraiment difficile de se projeter au-delà. Par contre, d'essayer de penser à 20 ou 30 ans, en fait, ça fait beaucoup de bien de voir comment ce qu'on fait pourrait donner des fruits. Alors, on ne sera pas forcément les acteurs principaux. Et puis d'imaginer aussi les bénéfices qu'il peut y avoir, peut-être les risques auxquels ça peut mener. Et donc, on a eu pendant cette école des ateliers comme ça, à plusieurs, comme vous voyez, en fait, plusieurs ateliers, pour essayer d'imaginer ce que pourraient donner nos recherches en termes d'impact positif, en termes d'histoire à raconter aussi, et puis en termes de risques vers lesquels ça pourrait nous mener. Donc là, si tout se passe bien, on vise de publier des petites nouvelles en fait, de science-fiction. Alors, ça va pas peut-être dans les 6 mois ou 1 an qui vient, l'issue de ces réflexions qu'on a amorcées ici. Et avec ça, en fait, voilà, je vais m'arrêter ici, et en espérant que j'ai pu partager un petit peu cet émerveillement en fait, autour de l'or, des nanoparticules, du nanomonde, et puis de cette quête scientifique. Voilà, qui est vraiment un terrain en fait, d'émerveillement sans fin, et on a l'impression d'avoir vraiment que gratté la surface de la Terre. Là. Et je vous remercie, puis si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.